Bonjour à tous, bonjour Flavia. Bonjour Lucille. Bienvenue sur ce premier live dans cette première journée du sommet On n'est pas que des parents. Je vous avoue que ça fait plusieurs mois que je me dis le 21 mars, je vais avoir la pression et je l'ai un petit peu, même si je suis assez sereine. Tout est à peu près prêt. Mais bon, comme je vous disais en introduction, il y a des petits aléas pour les lives d'après, mais tout va bien se passer. Aujourd'hui, on est avec Flavia Nasio, qui est doula en Île-de-France, à Paris même, plus précisément. Juste la petite histoire, c'était ma doula pour ma fille, pour ma deuxième grossesse. Donc, c'est pour ça que je sais qu'elle est au top et qu'elle est aujourd'hui autour de cette table avec nous. Aujourd'hui, on va parler de comment préparer son postpartum et comment j'ouvre le champ des possibles parce qu'on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, mais l'idée, c'est que Flavia, elle nous ouvre un peu l'esprit et elle nous enlève nos œillères. Donc, je vais la laisser se présenter et après, on ira directement dans la discussion. On a pas mal de monde en live. N'hésitez pas à poser vos questions avec le module questions qui est en dessous ou à intervenir dans le chat. Je ne prendrai pas les questions forcément dès qu'elles arrivent, mais voilà, je saurai les introduire et Flavia y répondra avec grand plaisir. On est ensemble pour 1 heure. Alors, c'est parti, à toi de jouer, Flavia. Bonjour à toutes. Merci Lucille pour cet accueil. Je suis ravie de participer à ce magnifique projet et ce sommet qui n'est plus un projet, qui est vraiment hyper réel. Donc, je suis doula à Paris. Je suis dans le 11e, voilà, Paris-Est. Alors, certainement, celles qui sont ici avec nous présents doivent savoir ce qu'est une doula, mais en quelques mots, donc pour ceux qui ne savent pas, j'accompagne les parents dès le projet de conception jusqu'en postnatal. Donc je les accompagne de façon émotionnelle, logistique, pratique. Mon accompagnement est complémentaire du suivi médical et je suis spécialisée en accompagnement à l'allaitement instinctif et j'utilise le rebozo beaucoup et en prénatal et en salle de naissance et en postnatal. Voilà, donc je suis toujours avec ces tissus avec moi pour faire du bien aux femmes et ça fait vraiment partie de mon accompagnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie de venir vous parler du postpartum, de cette période compliquée, difficile, à la fois dont on parle beaucoup et puis pas assez, je pense, parce que les femmes sont souvent pas suffisamment informées de ce que est réellement le postpartum. Donc le postnatal, ça veut dire ce qui vient dès l'expulsion de votre bébé. On parle de postpartum immédiat quand votre bébé est expulsé de votre corps, quand vous l'expulsez, d'accord, et ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans ou plus, selon les femmes, selon chaque femme et chaque bébé. On va commencer par, je vais commencer par te poser une petite question qui va un peu lancer la discussion. Pourquoi, et c'est la conversation qu'on avait eue quand on a préparé, c'est pourquoi il est essentiel d'ouvrir le champ des possibles pour la femme et pour le conjoint, parce qu'il a forcément un rôle important quand il y en a un, mais en tout cas quand il y en a un, il a un rôle important pour préparer l'arrivée de ce petit être qui arrive au monde. Alors, effectivement, la première chose que j'aimerais planter ici, c'est que la période du postpartum, elle est étroitement liée à celui de l'accouchement. Ça veut dire anticiper son postpartum pendant la grossesse, en parler avant, au préalable, permet de le visualiser, permet de l'anticiper. Et le fait de l'avoir déjà parcouru de façon avec des histoires, avec des récits, avec des exemples concrets de ce que vous allez vivre dès que vous aurez votre bébé dans les bras, eh bien, tout cela permet de le vivre de façon plus sereine, plus posée. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans un état de sidération, vous serez plus dans un état d'inconnu, puisque nous en aurons parlé au préalable. Ou vous pouvez en parler avec d'autres doulas, bien sûr, ou d'autres professionnels de la périnatalité. Mais effectivement, mon accompagnement se base essentiellement là-dessus, de venir anticiper ce que vous allez vivre pour enlever cet état de sidération, cet état un peu où effectivement vous ne serez plus celle que vous êtes maintenant. Même si vous êtes enceinte dans votre dernière semaine, votre état de conscience sera altéré, votre état physique sera changé, modifié. Vous aurez vécu une expérience unique et singulière.
une expérience corporelle extrême qui va vous mettre dans un état de vulnérabilité, quelle que soit la façon dont vous avez donné naissance. Est-ce que c'est clair, Lucille? Oui, c'est clair et j'aime bien cette notion parce que je le dis souvent, on ne sera plus jamais la même personne qu'avant. Ça ne veut pas dire que ce sera ni moins bien ni beaucoup mieux, ce sera juste différent. Et c'est exactement pareil pour soi, mais aussi pour son couple, ce ne sera jamais la même chose avant qu'après. Donc, d'où l'intérêt de cette 4e journée vendredi où on va faire un focus sur le couple. Mais voilà, on change en fait. Il faut juste accepter que ce sera différent et la visualisation et l'accompagnement va permettre justement de mieux appréhender ce changement qui va arriver et qui va être un peu bouleversant parfois. Alors, c'est vrai que le terme de changement, parfois, il peut faire peur. Parfois, on se dit, oh là là, mais j'aimerais bien. Enfin, c'est pas. En fait, je dirais plus qu'il y a un repositionnement de la place de la femme en tant qu'elle devient mère, mère de 1, mère de 2, mère de 3, mais elle devient mère à nouveau ou mère pour la première fois. Elle change son positionnement aussi dans le rôle de la famille, de sa propre famille, c'est-à-dire que ça peut être, elle rend sa propre mère grand-mère ou ses propres parents, mes grands-parents, donc ça change un peu déjà, ça donne de la distance, ça repositionne chaque personnage de la famille et bien sûr au sein du couple, ça donne une autre entité encore, celle de mère, celle de parents, qui est quelque chose de nouveau ou pas, ou à chaque fois renouvelé, parce que chaque enfant est singulier et chaque naissance est unique. Donc, c'est à nouveau, à chaque fois, un renouveau. Voilà, donc une adaptabilité, une adaptation de celle qu'on est dans son entièreté. Et c'est ça qui est important, mais pour les femmes dans le postnatal, c'est que le postnatal, il dure un temps. Ce n'est pas à vie, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer toute la vie, mais ça dure un temps et ce temps, il est long. C'est un process qui est long. D'accord? Ce n'est pas juste 5 semaines, 6 semaines, 2 mois. C'est un état qui est long pour venir faire un peu de la continuité entre la matrice, donc votre bébé in utero, et vous, donc entre la matrice, le monde. C'est-à-dire que votre bébé, autant que vous avez besoin de cette transition, de cette continuité et de ce temps de transition entre ces deux états-là, entre l'état de la matrice et puis l'état du monde. Et ça, il faut du temps. C'est un process. Oui, accepter que ce soit pas forcément toujours simple, accepter que ce soit émotionnellement parfois submergent. Voilà, je pense qu'accepter aussi, comme tu dis, le changement et le fait que ce soit un mouvement et donc parfois, il faut l'accompagner un petit peu. Et je reviens juste sur cette première notion que le postpartum est étroitement lié à l'accouchement. La façon dont vous allez donner naissance, la façon dont vous allez vivre cette expérience, comment vous allez vous sentir soutenu ou pas assez, comment vous allez être écouté, respecté par l'équipe médicale, comment vous allez être dorloté, accompagné, comment est-ce qu'on... Tout cela, tous ces états que vous allez vivre, tous ces moments-là qui peuvent durer 3 heures, 5 heures, 30 heures ou 60 heures, on ne sait pas combien va durer votre naissance, pas la naissance de votre bébé, eh bien, tous ces événements-là que vous allez vivre les uns après les autres, ils vont aussi conditionner le postpartum. C'est-à-dire que ça va vous donner déjà, ça va venir, mais colorer déjà cette période. C'est-à-dire que si vous êtes senti écouté, soutenu, quelle que soit l'issue de la naissance, quel que soit le choix de votre façon de donner naissance à votre bébé, eh bien, vous allez être dans un état de confiance, de puissance, de force. Donc, on n'est pas pareil quand on arrive comme ça avec son bébé. On n'est pas la même. Si vous vous êtes senti pas suffisamment écouté, pas suffisamment accompagné ou malmené peut-être, eh bien, effectivement, ça fragilise aussi. Ça fragilise l'état et ça complique le postpartum. Mais le fait de le savoir en amont de cette période unique, le fait de le savoir en amont, eh bien, ça va vous permettre de dire « Ah, ok, il s'est passé ça, ok, je suis dans cet état-là,
Bon, maintenant, ok, donc je me souviens, je ne dois pas être seule. C'est important que mon partenaire, mais que mon accompagnant reste avec moi. C'est important que mon entourage il soit informé de comment ça se passe pour que j'ai du soutien dès que mon bébé il sera là. Donc, vraiment de mettre en place des balises au préalable, pas seulement vous en tant que femme, en tant que mère, pas seulement vous et votre partenaire, mais vous, votre partenaire, votre entourage proche qui va venir prendre soin de vous une fois que vous serez rentré à la maison. Et puis bien choisir justement ces personnes qui seront dans l'entourage proche, ceux qui vont potentiellement pouvoir venir vous aider dans les premiers jours, dans les premières semaines. C'est important de les choisir pour que ce soit des personnes positives et qui soient dans la même mouvance que vous. C'est pour avoir des personnes toxiques autour de vous, c'est pas, ça vous aidera pas vraiment, je pense. C'est vrai que c'est très important de les choisir et même, mais je dirais, de venir les prévenir, de leur envoyer un message ou de les voir avant la naissance et de leur dire, voilà, tu m'as dit que tu avais envie de venir m'aider, alors ce sera avec grand plaisir. Voilà ma liste de besoins. Toi, je sais que tu fais une superbe moussaka que j'adore. Tiens, est-ce que tu pourrais me l'apporter une fois par semaine, tel jour, pendant 4 semaines? Ça, c'est mon cadeau de naissance, par exemple. Donc, mais la personne, elle va être à la fois surprise de votre demande et à la fois contente parce qu'elle saura qu'elle répondra à votre besoin et que cet acte-là, ce geste-là, il va vous faire plaisir plutôt que le énième doudou ou le paquet des fleurs ou encore des chocolats. Deux remarques sur ça. Les fleurs, j'ai des amis qui m'ont dit un jour, ah c'est sympa, les gens nous offrent des fleurs, mais ils ne se rendent pas compte que rien que changer l'eau du vase, c'est déjà compliqué. Donc juste pour vous donner un peu l'état une fois qu'on a un bébé dans les bras. Et l'autre point, c'est sur la logistique et le fait de demander de l'aide. Ça se fait de plus en plus de voir on demande des repas, on demande 1 heure de temps, 1 heure pour prendre une douche, 1 heure pour ranger son linge, etc. Et je trouve qu'il est plus facile de dire, comme tu viens de dire, bah, je vais voir Flavia, je sais qu'elle fait une super moussaka, je lui demande sa moussaka. Je vais voir ma mère, je sais que faire les courses, elle gère, machin, donc bah, elle va me gérer les courses. Et en fait, si vous allez sur la compétence de chaque personne, c'est plus facile aussi pour cette personne-là de se positionner et de le faire. Parce que vous dites, Bien sûr. je peux t'aider, dis-moi quoi, et vous dites rien. Alors que si vous êtes vraiment dans, bah, j'ai besoin que tu fasses juste ça, en fait. Et juste ça va peut-être vous changer la vie au quotidien. Enfin, un ça plus un ça plus un ça va vous changer la vie. Donc, c'est hyper important, comme tu dis, d'aller voir une personne et d'être hyper précis dans ce qu'on veut et pas se sentir. On n'est pas en injonction quand on demande ça. On est vraiment dans juste céder et avancer ensemble dans ce postpartum. Mais c'est vrai que pour les femmes, pour les couples, c'est souvent difficile quand je leur dis c'est quoi votre liste de besoins? Est-ce que chacun a les siens propres? Souvent, elles me disent ben, je ne sais pas. Je sais pas. La première réponse, c'est je ne sais pas, j'ai jamais accouché, mais je ne sais pas de quoi est-ce que je vais avoir besoin. Donc, le fait de venir en parler, de dire, OK, eh bien voilà, ton bébé, les besoins physiologiques de ton bébé, c'est-à-dire avoir la connaissance, avoir des besoins physiologiques, quels vont être les besoins physiologiques de mon bébé? Quels vont être mes besoins physiologiques de jeune accouché? Eh bien, une fois que vous allez dire, quand vous allez savoir que les 5 besoins physiologiques de mon bébé, c'est de la succion, de la contention, du portage, de la verticalité et du mouvement, eh bien, OK, donc ça veut dire quoi? Déjà, premier cadeau de naissance, un superbe porte-bébé, quelque chose pour porter mon bébé, parce que ça va être essentiel pour avoir peut-être des mains libres pour faire quelque chose si jamais on se retrouve seul. Hein. Donc, ça veut dire, je vais devoir porter mon bébé, je vais devoir le contenir, je vais devoir lui donner son besoin de répondre à son besoin de succion qui est extrêmement grand. Hein, qui est pourquoi? Parce que le bébé in utero suctionne, c'est un verbe que voilà, c'est pas très français, mais succionne tout au long de sa vie in utero de façon réflexe. Donc ce réflexe, il va pas disparaître tout de suite. Donc c'est un besoin fondamental. Et si on le sait, si on sait que votre bébé aura besoin de succion beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer, eh bien, ce sera OK pour vous de dire « Ah, OK, mon bébé, il a besoin de succion, donc ou je le mets au sein, ou je lui donne le petit doigt, ou je lui donne un biberon parce que ce sera pas votre choix.
Voilà, donc il aura besoin de succion. De toute façon, il aura besoin de ça. Donc, le fait de le savoir, ça vous permettra de ne pas être surprise de ses besoins et de pouvoir répondre de façon sereine. Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Ah bah oui, je ne pensais pas que c'était autant. Eh bien, si. Ça fait sens. J'ai partagé il y a quelques jours un post dans le savoir, c'est le pouvoir. Et pour moi, le fait de connaître voilà, les besoins du bébé quand il va arriver, vous n'en avez peut-être pas, je ne sais pas quels sont les profils des mamans et des parents qui sont connectés. Si vous êtes une primipare, on ne sait pas à quoi on s'attend. Savoir quels vont être vos besoins. Est-ce que vous allez avoir envie de vous rester allongé dans votre lit pendant un mois ou est-ce qu'à contrario, vous allez avoir envie d'être dans un cocon fermé, mais que vous levez, ça va être OK. Est-ce que vous avez envie de voir un petit peu de monde tout de suite? Il y a des gens qui me disent, bah, moi, j'avais envie de voir un petit peu de monde. Voilà, c'est venu quand même assez rapidement. Bah, c'est OK, en fait. Mais le fait de savoir quels vont être vos besoins, quel va être le besoin de vos bébés, ça vous permet de savoir et après de pouvoir vous ajuster. Si vous ne savez pas, bah, c'est un peu compliqué en live. On avait une autre question qu'on avait préparée, c'était sur la partie comment les projections et les mises en situation vont permettre justement, comme on disait, de bien se préparer dans cette idée de je dois savoir pour me préparer. Alors, c'est-à-dire le fait de venir souvent pas dans mes accompagnements, je prends des exemples de ma propre expérience ou en salle de naissance ou de mon expérience auprès d'autres femmes ou de ce qu'elles me relatent, de quels sont ses besoins, de ce que j'ai pu analyser et extraire et analyser de ces situations-là. Et c'est vrai que le fait de les raconter pas comme un récit, mais de venir illustrer mes propos avec ces histoires-là vécues ou de venir illustrer ma propre expérience en salle de naissance, eh bien, souvent, je suis amenée à venir mimer. D'accord? Donc, je fais beaucoup de mimes. Donc, je mime, je raconte avec des gestes, avec des mots, avec des dessins. Et ça permet tout de suite que… Alors, c'est vrai que les couples, ils me regardent un peu genre, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Et au final, leur retour, une fois qu'ils ont accouché, une fois que je vais les voir à la maison pour cette première séance de visite en postnatal, ils se marrent, ils me disent « Ah non, non, mais ton mime, c'était exactement ça. » Je me suis retrouvée d'aller à la maternité avec d'un côté ma femme, et puis la valise, et puis le coussin, et puis le sac à dos de salle de naissance, et puis le ballon, et puis je ne savais pas où mettre tout, et que c'était exactement comme tu m'avais mimé. Donc, ça, c'est un exemple de mime, mais au lieu d'être en panique quand ça arrive, et bien souvent, on en sourit ou on en rigole, on se dit « Ah ouais, c'est vrai que quand elle l'a montré, quand elle l'a raconté, ça faisait un peu du bruit, on était déjà un peu… Mais c'est vrai que là, le bébé, il a besoin de succion tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, et de mettre un bébé endormi au sein, ah ben oui, je comprends pourquoi maintenant. Parce que je le vis avec mon petit bébé, donc je sais pourquoi maintenant. Enfin, même si je le savais avant au préalable, je le vis et je l'expérimente et ça vient confirmer quelque chose, une information que mon corps avait déjà infusée. Et ça permet ça de la sérénité, ça permet de la tranquillité. Bon, juste parce que là, on a vraiment tout envie de voir un ou deux mimes. J'ai choisi deux là au pied levé, tu n'étais pas au courant, mais c'est pas grave. En gros, j'arrive à la mater, mon mari est comme tu disais, enfin mon conjoint, il n'y a pas de. Mon coparent est comme ça, moi je suis comme ça en train de souffrir, on imagine dans la mater, parce que bon, c'est quand même les plus courants. Oui. Ok, moi je comment je vais Mais vraiment que je vous mime là comme ça, au pied levé. au moins faire le bruit et puis quelques gestes. Alors attendez, alors je tourne un peu l'écran parce que j'ai besoin de me lever. Je suis comment là? Je vais, imaginons, je ne sais pas, hein. N'hésitez pas à vous présenter en commentaire si vous avez envie de discuter. On peut Vous voyez là ou pas? Je vois très bien. Donc Okay. là, je vais accoucher. On arrive à la mater, je ne suis pas bien, je vais être comment? Comment je vais? Enfin, moi, je sais parce que j'ai accouché 2 fois. Alors, déjà, si vous arrivez à la mater, ça dépend comment est-ce que vous allez arriver à la mater. Peut-être que vous allez arriver avec des contractions ou peut-être pas. Je vais vous mimer la femme en travail. C'est-à-dire que j'arrive à la mater idéalement dans un travail bien avancé où les contractions sont très présentes, sont régulières, sont puissantes. Et donc, ça veut dire que j'ai fait un trajet. J'ai dû sortir de chez moi. J'ai fait un trajet en voiture, à pied, en scooter parfois. Et donc, j'ai des contractions. Donc, j'ai des contractions.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être en capacité de les recueillir, de les accueillir et que le corps traverse, de les faire que ces contractions traversent mon corps. Alors, je prends l'exemple. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais vous mettre. Je ne sais pas si là, vous me voyez. Je bouge l'écran. Vous me voyez là? Tout va bien. OK. Ah ouais, là tu m'as pris de cours. Ouais, mais tu as trop vendu les mimes là. Et je m'en souviens, tu étais dans mon à faire des... Les femmes qui ont des contractions, souvent, elles ont besoin soit d'appuyer, soit de venir s'étirer. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une femme qui a besoin de pousser, de s'appuyer. Donc le plus facile, c'est les murs. Les murs, on en trouve partout. On en trouve sur le chemin, chez soi, dans le hall. Donc, je pousse, je suis debout, je pousse les murs et je fais un son parce que le son me permet de venir accueillir la contraction et de venir la faire traverser. Donc, les femmes, elles vont souvent appuyer des murs. Et ça dure le temps de la contraction. Le temps pas de la contraction qui peut être 20 secondes, 30 secondes, 50 secondes. Donc, la femme sera complètement, enfin, vous allez être, si vous êtes enceinte, vous allez être complètement centré sur ce qui se passe dans votre corps. Et ça, c'est nécessaire pour que cette contraction, elle vous traverse. Donc, j'appuie sur le sol, j'appuie partout, je fais travailler mes triceps, je fais travailler mes quadriceps. Et une fois que ça passe, hop, ça coupe. Pas la contraction, mais s'arrête. Et souvent, quand vous arrivez à la mater, eh bien, la femme, elle sera dans ce moment-là. Donc, il n'est pas question de lui dire, tiens, prends ton sac, porte. Non, c'est vous, le partenaire. Donc là, si je me transforme en partenaire, eh bien, vous allez être avec le coussin d'allaitement, le sac à dos. C'est pour ça que je vous dis sac de naissance. Mettez un sac à dos. Prenez un sac à dos pour votre salle de naissance parce que vous allez avoir besoin de vos mains. Donc, le sac à dos en salle de naissance, la valise à roulettes pour la valise de la maternité, le coussin d'allaitement ou sous le bras ou enroulé contre la valise, d'accord? Et votre femme, votre partenaire ici, d'accord? Votre partenaire ici, pourquoi? Parce qu'elle aura besoin de soutien et de guidon. Vous allez traverser le hall de la maternité comme ça, en vous arrêtant toutes les 2-3 minutes, 4 minutes, ça dépend, pour que votre femme puisse accueillir cette contraction suivante à venir. Donc, c'est vrai que vous allez être comme ça et en même temps, à un moment, mais votre femme, peut-être qu'elle ne va plus pousser un mur, mais peut-être qu'elle va s'agripper sur le rebord de la banque d'accueil pour venir faire une autre contraction. Donc, voilà, donc ça, c'est un accompagnement. Ça permet que vous allez être un peu comme ça, encombré. Et le fait de savoir ça, ça va vous permettre que quand ça va arriver, de ne pas être surpris, de ne pas être en panique, ni dans le hall de la mater, ni dans le taxi, ni quand vous allez arriver dans la rue, quand vous allez sortir mais de chez vous, entre chez vous, le taxi ou chez vous, la voiture. Et je le dis parce que je pense que certaines sont peut-être pas très, sont peut-être en début de grossesse. Et c'est OK en fait d'être comme ça, complètement Bien sûr. des murs, à crier, et où qu'on soit, c'est OK en fait. Y a pas, bien sûr, en fait, c'est au-delà d'être OK, c'est-à-dire que c'est nécessaire. Cet état-là, il est nécessaire, quel que soit, encore une fois, je répète. Alors, je précise juste que moi, j'accompagne tous les projets de naissance, que ce soit physiologique, avec péridurale, sans péridurale, voix basse, en siège, césarienne programmée ou pas, peu importe le projet. Donc, c'est important que... Donc, c'est pour tout le monde, en fait. Et cet accueil des contractions, il est nécessaire. Enfin, vous allez devoir passer par cet état-là. Parfois, les femmes me disent « Ah non, non, mais j'avais honte. Je n'osais pas crier parce que j'avais peur de faire du bruit, j'avais peur de déranger. » Non.
c'est important de vous exprimer. C'est important parce que la libération du son, la libération de la voix, l'ouverture de la bouche permet au col de venir aussi s'ouvrir et surtout, ça vous permet d'accueillir cette contraction. Si on reste comme ça, figé, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On a besoin de venir s'appuyer, d'avoir des appuis et des forces contraires pour venir s'ancrer dans le sol ou s'ancrer, avoir les pieds ancrés quelque part, donc au sol, idéalement, soit contre un mur, contre votre partenaire, contre un objet, peu importe, mais être en appui. Ça, c'est très important. Mais là, je crois qu'on diverge un peu. Je sors du postpartum. C'est hyper intéressant. Et si tu peux nous partager, peut-être, si je parle, on parlait d'exemples concrets d'une maman qui revient. Allez, on va partir du principe que l'accouchement s'est globalement bien passé. Où est-ce qu'il, enfin, quoi qu'il ait lieu, il ait lieu à la maison ou dans une maison de naissance ou ailleurs, on s'en fiche. L'accouchement s'est plutôt bien passé, l'accompagnement était plutôt sympa. On arrive à la maison, voilà, de quoi en fait, si on devait dire 2-3 choses, voilà, pour l'aider à préparer, à se projeter et à, comme on disait, à visualiser ce qui va se passer, de quoi elle aura besoin? Alors, je parle d'elle que du bébé, si on peut. Elle, bien sûr. Donc, oui, mais alors, alors, à la fois, on ne peut pas parler plus de la mère, mais que du bébé. Pourquoi? Parce que les besoins physiologiques du bébé et ceux de la jeune accouchée, ils sont en miroir, ils s'imbriquent étroitement. C'est-à-dire, vous allez porter votre bébé pendant 9 mois. Une fois que vous aurez expulsé votre bébé, eh bien, vous aurez besoin de retrouver son poids, son contact contre vous, contre votre corps. Vous aurez besoin de ça et le bébé, il aura besoin de la même chose. Le bébé, il va avoir besoin de cette continuité, d'écouter votre rythme cardiaque, de bouger avec le son, avec le rythme de votre respiration. Il aura besoin de la chaleur, de votre chaleur corporelle. Donc, ces besoins et vos besoins sont liés. Ça, c'est le premier besoin, d'accord? Donc, rythmique, chaleur, contention, d'accord? Il aura besoin d'être contenu et vous aurez besoin de faire aussi ce geste-là, hein, de venir le serrer, le renifler, l'embrasser. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre mon bébé. Bah, elle l'a oublié dans un coin, son bébé. Elle est un peu maltraitante avec ses enfants, Flavia. Pardon? Tu sais que tu étais maltraitante avec tes bébés, tu les oublies dans les coins comme ça. ça. Voilà, il est là. Non, mais tout ça parce que le geste, il est pas souvent on vient, alors même si je le mime, mais les femmes, quand elles reçoivent leur bébé, pas dans l'immédiateté. Et ça, c'est important aussi, c'est que les femmes, elles pensent que, comme dans les films, hop, j'ai mon bébé, hop, super, ça y est, je l'aime. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Hein. Même ça ne se passe pas souvent comme ça. On a besoin d'un temps pour redescendre. La femme, elle a besoin d'un temps physiologique pour venir redescendre et pour venir être en contact avec son bébé. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre quelques heures. Ça dépend des mamans, ça dépend des bébés. Hein, ça dépend de comment vous avez vécu l'accouchement. C'est pour ça que c'est lié. Hein. Donc, j'en reviens à ta question sur les besoins une fois qu'on est rentré à la maison. Donc, on a besoin, ces besoins-là, par exemple, d'être en contact, c'est autant le vôtre que celui de votre bébé. Souvent, je préviens aussi les pères, les partenaires, les coparents, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Si à un moment, vous voulez aider votre partenaire avec le bébé et prendre le bébé, en lui disant, bah, tiens, passe-le-moi, je vais le porter. La femme, elle va dire OK parce qu'elle sent qu'elle a besoin d'aller faire pipi ou besoin de prendre une douche, mais à la fois le fait d'enlever ce poids, d'enlever ce contact de son corps, c'est extrêmement difficile. Donc souvent, le partenaire, il prend le bébé et puis la femme, elle fait comme si elle était appelée, comme si elle était liée, mais liée par un fil. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle pense que le partenaire ne sait pas faire, va le faire tomber ou qu'elle a peur qu'il s'en occupe mal. Pas du tout, c'est au-delà, c'est instinctif, c'est-à-dire que le bébé sort d'elle et on est comme appelé, d'accord? C'est pour ça, parfois, les femmes, elles me disent
en postnatal. Ah non, mais là, j'en peux plus. Là, mon bébé, il a 20 jours, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai pas besoin d'un break. Ok, je dis pas très bien. Laissez-le à votre partenaire, allez faire un tour. Ah ouais, je vais prendre la matinée là, elles sont hors d'elles, il faut qu'elles sortent. Et moi, je leur dis, très bien, super bonne idée. Sachez que vous allez sortir, les 10 premières minutes vont être magiques. Ça va être dingue, de joie, de liberté, de se Seul. sentir seul. Mais 20 minutes après ou 40 minutes après que vous ayez bu un café au soleil dans un parc et tout, parler avec vos copines 2 minutes, vous allez avoir une envie express, intense de rentrer, intense de retrouver votre bébé et intense si vous avez fait le choix de l'allaiter, intense de remettre votre bébé au sein. Donc, très rapidement, cette sensation de liberté, de besoin d'être seul, de besoin d'être libre, de s'occuper de soi, ok, mais vous allez voir que comme votre besoin, c'était de sortir, ok, mais le bébé, il est ok d'être porté par quelqu'un d'autre le temps que vous ne soyez pas là, mais vous allez avoir ce besoin d'être attaché, d'être lié à lui. Hein, et ça, c'est très physique, c'est viscéral. Enfin, il faut quand même avoir à l'esprit que vous l'avez conçu, ce bébé, non pas toute seule, hein, mais vous l'avez conçu, et qu'il a été 9 mois dans votre ventre. Donc, c'est aussi hyper... d'un coup, il sort parce qu'il faut bien qu'il prenne vie en dehors de vous, mais il faut aussi le temps pour que ça se... J'ai tendance à dire qu'on ne coupe pas le cordon, mais qu'en tout cas, il va s'étirer, s'étirer, s'étirer jusqu'à ce que votre enfant grandisse et grandisse et grandisse. Donc, au début, le cordon, il est tout petit et c'est nécessaire, comme tu disais, pour les deux, quoi. Pour la maman comme pour le bébé. Ouais. Et ça vient, ce que je voulais surtout vous transmettre, c'est ce process, c'est ce temps de postpartum qui est long. Donc, c'est un process, c'est une parenthèse pendant laquelle le temps il est distendu. Les femmes perdent la notion du temps. Elles ne savent plus jour, nuit, je me suis levée, je ne me suis pas levée, combien de fois je l'ai allaitée. Elles sont dans une nébuleuse. D'accord ? Mais cette nébuleuse, elle est aussi liée parce que, et c'est important d'avoir cette information, mon nouveau-né n'est pas en capacité de différencier le jour, la nuit avant ses 4 mois. Oui, j'ai bien dit 4 mois. Donc, parfois, les femmes disent oui, mais je ne comprends pas, il fait passer nuit. Je dis mais c'est normal, votre bébé, il a 20 jours, votre bébé, il a 6 semaines, votre bébé, il a 2 mois. Donc, à 2 mois, il peut être en capacité d'avoir une plage de sommeil un peu plus grande qu'à 15 jours ou à 20 jours, mais pas la plage horaire d'un adulte, ni la plage horaire d'un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Hein. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Votre bébé, il a été in utero, comme tu as dit, Lucille, 9 mois. C'est un process, le process de la grossesse, il prend 9 mois. On pourrait souvent dire, le process du postpartum, on va dire que c'est un peu miroir et ça peut prendre souvent 9 mois. Même si on retravaille à 6 mois ou à 3 mois ou à 2 mois. Hein. Oui, puis ça ne veut pas dire que, si je fais un petit par rapport à ce que tu dis, c'est pas parce que les lois font qu'on doit reprendre à 2 mois ou à 2 mois et demi que c'est que notre corps, que notre enfant, ce sont dont nous avions besoin. Alors certaines ont envie de reprendre et c'est tout à fait ok, mais de manière physiologique, le corps a quand même besoin de se remettre de ce qu'on vient de faire. Quand on se pose 5 minutes et qu'on se dit j'ai conçu un être, imagine le process interne, c'est quand même une sacrée machine. Je sais que moi, enceinte, je me posais, je me dis là, ça se trouve, il y a son petit cœur qui est en train, cellule par cellule, de se construire là. Je me dis, c'est quand même assez... ça fait presque magie, quoi. C'est quand même assez dingue. Quand on se pose et qu'on pense au truc, c'est quand même assez dingue. Moi, je m'en remets toujours. Juste une petite précision. Il y a des femmes effectivement qui souhaitent retravailler très vite et d'autres, mais qui n'ont pas le choix que de retravailler très vite. Hein. Et pour celle-là, et pour celle-ci, c'est très difficile de se séparer de son bébé. C'est très, très difficile. Mais sachez que cette difficulté, elle est physiologique. C'est normal d'avoir de la difficulté à se séparer d'un bébé de 2 mois. D'accord ? C'est pas que vous avez... Parfois, les femmes me disent « Non, mais j'ai pas envie... » En prénatal,
pas souvent, les femmes qui sont entrepreneurs me disent ah, mais moi, je n'ai pas le choix. Moi, je vais accoucher, je m'arrête de travailler le jour où je donne naissance et je reprends de travailler 15 jours après. Donc, je leur dis OK, très bien. Donc, je leur explique quels vont être les besoins physiologiques de leur bébé. Je leur explique quels vont être leurs besoins physiologiques, donc de récupération physique. D'accord? Donc, n'oubliez pas que la naissance est un acte physique extrême. C'est un acte involontaire, un acte sexuel. Donc, physique extrême, c'est-à-dire c'est l'épreuve physique la plus extrême qui existe. Je prends toujours, c'est plus grand, c'est comme si vous alliez gravir un Everest ou faire vraiment le marathon, double marathon. C'est très, très physique, donc on a besoin de récupération, comme si vous étiez un athlète de très, très haut niveau. Donc, vous avez besoin de récupérer. Parfois, les femmes qui donnent naissance de façon pas physiologique, qui ont une récupération plus rapide, même celles-ci, je leur dis, donc elles sont tout de suite, au bout de 10 jours, elles vont bien, elles ont envie de bouger, elles ont envie de se lever. Je dis très bien, ok, mais doucement, doucement. Votre corps, vous avez la sensation d'être en forme, peut-être en comparaison avec une première naissance qui a été peut-être plus longue, peut-être avec un déclenchement, peut-être avec des produits, voilà, qui font que le corps récupère moins vite. Donc là, elles se sentent toutes euphoriques d'être en forme très vite. Mais je leur dis souvent, ralentissez une seule tâche par jour. Et quand je dis une tâche, c'est j'ai réussi à prendre ma douche. Waouh! Et me laver les cheveux. Ça, c'est une tâche. J'ai réussi à passer un coup de fil. J'ai réussi à manger chaud. Ça, ce sont des tâches que vous pouvez vous féliciter d'avoir fait chaque jour, mais une par jour. D'accord? Donc, mollo, allez-y, mollo, ralentissez. N'essayez pas de faire comme si, bah ok, ça y est, vous avez accouché, le bébé il est là, bon bah maintenant on va reprendre le rythme d'avant. Non, 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 pas du tout. Dites à votre entourage que vous avez besoin d'aide pour les tâches ménagères. Vous n'aurez pas l'énergie, vous n'aurez pas la capacité physique, même si vous pensez l'avoir, énergétique pour faire des tâches quotidiennes que vous faisiez avant de façon très, très aisée et même avec plaisir. Pourquoi? Parce que physiologiquement, votre centre d'intérêt, ça va être votre bébé. Et vous serez en lien permanent avec votre bébé. Et quoi que vous fassiez, ça va vous coûter de vous détacher ça va vous coûter de l'énergie, de vous détacher de lui. Que vous allaitiez ou pas, peu importe. Hein. Ces besoins-là, ils sont intrinsèquement liés. Hein. Peut-être que je me répète un peu, mais c'est très important. Très intéressant. Ben, je plus sois parce que je l'ai vécu avec mes 2 bébés. Donc. Mais c'est vrai que cette distorsion de temps, il faut l'avoir entendue, il faut l'avoir intégrée avant la naissance. Que le temps, il ne sera plus le même. Votre temps du quotidien ne sera plus le même du tout. Et c'est important que vous ne soyez pas seul. Si vous pouvez ne pas être seul, c'est fondamental. Hein. D'être accompagné par vos amis, par de la famille, par une doula, voilà, que vous puissiez jalonner vos journées, peut-être, avec au moins une visite, au moins une. De ne pas être toute la journée toute seule avec votre bébé. Donc aujourd'hui, par chance, les partenaires les pères ou les partenaires ont droit à ce congé maternité qui est un peu plus long, mais ce qui est génial, bravo, merci. Mais c'est pas assez. Hein, c'est pas assez. C'est déjà mieux qu'avant. Bien se faire, une fois que le coparent est retourné au travail, continuer à maintenir une visite, une petite activité pour, voilà. Parce que oui, et même l'anticiper. C'est-à-dire, souvent les femmes me disent, ah ok, bah, en fait, j'aimerais que tu viennes me voir quand mon partenaire va reprendre le travail. Donc comme ça, vous venez déjà prévoir en prénatal, et c'est ce que je leur dis de faire, un plan du projet de l'après, enfin le projet de l'après, de venir me jalonner, de dire, ok, telle copine, tel copain ne travaille pas dans la journée ou il travaille à son compte ou il travaille à la maison, donc il peut venir déjeuner avec moi. Lui, il travaille plutôt en décalé, donc il peut venir l'après-midi. Et un tel peut venir un soir, d'accord? Donc de venir
d'avoir votre petite liste d'entourage, de famille, d'amis, savoir qui est compétent pour faire quoi et à quel moment est-ce qu'ils sont libres. Et de venir en prénatal, leur dire, écoute, j'ai besoin que tu viennes à partir de la naissance. Si tu peux venir pendant 4 semaines, tel jour, toutes les semaines, ce serait magnifique. Ou 6 semaines, encore mieux, ce serait magnifique. D'accord ? Faites-vous offrir des heures de ménage. Faites-vous offrir de l'accompagnement par une doula. Faites-vous offrir des soins pour vous en tant que maman. Hein. Vous avez besoin de récupérer. Votre corps a besoin de récupérer. Faites-vous offrir des choses utiles pour vous et pour votre quotidien. Offrez-vous les services d'un traiteur de postpartum comme Ho'oponopono. Enfin, je pense à elle parce que c'est magnifique de pouvoir faire ça, mais comme cadeau au couple, d'accord, de dire, bah voilà, pendant 3 jours, vous n'avez rien à faire. On vous livre le repas pour 2, mais pour la journée. C'est magnifique. Ouais, c'est trop bien. Et puis, comme on disait un peu au début, c'est en ciblant bien ce dont vous avez besoin auprès des gens qui sont dans votre entourage. Il y a des gens qu'on ne pense pas à solliciter, mais par exemple, votre petite mamie ou votre grande tante qui fait à manger habituellement, on me dit, bah voilà, pendant 3 semaines, au lieu de faire 4 parts de lasagne, bah, tu vas en faire 6, comme ça, moi, je vais en mettre 2 Voilà. Et au final, elle, ça ne va rien changer ni à son budget, ni à son quotidien. Et vous, ça va tout changer. Donc, c'est vrai, être précis. Voilà, vous dites, bah voilà, moi, j'aime le poulet basquez, les lasagnes et ton ragoût. Donc, bah, fais-moi 2 parts de chaque. Et vous avez 6 repas. Et au final, elle, elle est trop contente de vous faire sa super cuisine. Et tout le monde est content, en fait. Donc, être précis dans les besoins, je pense que c'est vraiment une des clés. C'est cibler qu'est-ce que vous pouvez demander à qui, en fait. Mais c'est être précis dans les besoins, de la même façon que vous allez élaborer votre projet de naissance, en parallèle, vous élaborez votre projet de l'après. Donc, devenir, et ça va vous donner des clés, ça va vous faire poser des questions, ça va vous questionner, ça va vous donner de l'information et des ressources. Donc, vous allez être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus cool et puis détendu en disant « Ah non, c'est bon, moi j'ai ma liste de repas pour mes 6 semaines, c'est bon, je sais que j'ai tant d'heures de ménage, je sais qu'un tel vient là, je sais qu'ils sont là ou qu'ils ne sont pas là. » De la même façon pour partir à la maternité. Si jamais vous avez un aîné ou plusieurs, comment je pars à la maternité avec l'aîné? Comment je le prépare lui aussi? Comment je l'informe, hein? Donc, de venir au préalable, pouvoir intégrer ce chamboulement avec vos aînés. Ça, on en a parlé aussi, Lucie. Ouais, Bon, ce n'est pas le thème du jour. Mais je trouve qu'on accorde souvent beaucoup trop d'importance à préparer l'accouchement versus préparer l'après, parce que c'est hyper important de se préparer à l'accouchement, évidemment, hein, c'est un acte majeur, mais ça dure, comme tu disais, allez, 12, 24, 48. Bon, après, c'est assez rare que ça dure plus de 3 jours, quoi, mais bon, globalement, ça dure entre 1 jour et 3 jours, voire parfois beaucoup moins. Mais le postpartum, comme on dit, ça dure au moins quelques mois, voire un peu plus. Donc, c'est quand même intéressant d'en parler un peu plus. Et heureusement qu'il y a des métiers comme le tien et puis d'autres actions comme le documentaire ou des choses comme ça. Mais c'est important, comme tu disais, de préparer l'après. Excuse-moi, je t'interromps, je repense à une femme que j'ai accompagnée, une des premières femmes que j'ai accompagnées, qui me disait c'était pour son deuxième bébé. Son deuxième bébé, sa première fille avait 4 ans, je crois, et son deuxième bébé avait 2 ans. Et à un moment, elle était dans cette nébuleuse, mais dans cette nébuleuse depuis donc 4 ans, d'accord, plus de 4 ans, puisque c'était son deuxième, donc elle avait enchaîné 2. Eh bien, un jour, elle me dit, en fait, je me rends compte, j'ai pas d'énergie. En fait, je me rends compte, je crois que je suis encore dans le postpartum. Je dis, bah ouais, certainement. Donc, dans cet état un peu flou, un peu nébuleux, où on ne sait plus trop qui vient nous réveiller, pourquoi on fait les choses un peu de façon un peu automatique. Et un jour, alors, je ne vais pas décourager tout le monde, mais l'aînée, la cadette avait peut-être 3 ans et demi. Un jour, son visage avait changé. Et là, je lui ai dit, ah, ça y est,
elle s'était acheté un vêtement, elle avait perdu du poids. Il y avait quelque chose qui, hop, elle était comme si elle se réappropriait un peu sa silhouette, se réappropriait quelque chose d'elle. Et là, elle me dit, ah, je crois que là, je sors du postpartum. Là, c'est bon, hein, c'est bon, j'en ai fait 2. C'est bon. Mais son aîné avait presque 6 ans. Hein, donc, ça peut être long. Et c'est chacune, d'accord? Parfois, au bout de 6 semaines, les femmes me disent, ah, c'est bon, je retravaille, il est gardé, il est en crèche, tout va bien. Et je leur dis, attention, doucement, parce qu'il y a des rechutes derrière. Si ça va trop vite, si vous allez trop vite, en pensant que... Mais c'est vrai que c'est difficile parce que les injonctions de notre société fait que vous devez être mère, travailler, gérer les aînés, gérer les choses à la maison, gérer le couple, être toujours impeccable. Ok, non, en fait. Non, stop. Stop. Vous avez comment dire, droit, c'est nécessaire de s'octroyer un temps où votre seul, et c'est difficile, hein, parce que parfois les mères en ont ras-le-bol, votre seul intérêt, c'est votre bébé. Mais c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Là, j'ai le cas d'une jeune maman, là, et je ne cesse de lui rappeler, ton bébé a 20 jours, ça fait 20 jours que tu as accouché, que tu as expulsé de ce bébé. Mais cette maman, déjà, c'est difficile. Elle n'en peut plus, elle est fatiguée, l'allaitement est difficile à se mettre en place. Voilà, donc c'est difficile. Mais toujours de venir mettre un peu de distance en disant 20 jours. Ça fait 20 jours, que 20 jours que ton bébé est né. C'est pas long, 20 jours. Et pourtant, elle a l'impression que son bébé est là depuis toujours, que le temps est distendu, qu'elle ne dort plus depuis toujours, qu'elle a son bébé au sein depuis toujours. D'accord? Donc, c'est important d'avoir cette information au préalable, que le temps est distendu, c'est comme dans des films un peu comme ça, là, ça se distend, je ne sais pas comment dire autrement que ça. On voit bien. Enfin, j'espère que vous voyez. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, même si on l'a évoqué en entier, de la partie scénographie? Bon, je pense qu'on l'a fait. Tu veux rajouter quelque chose sur les conseils ou la scénographie? Enfin, il y a des choses que tu veux compléter avant que ce soit... Quand je parle de scénographier le postpartum, ou surtout, et aussi scénographier la naissance, ça veut dire ça. Ça veut dire, quand je raconte, en fait, c'est important que quand je donne une information, quand je transmets une ressource, je l'illustre de façon à ce que la personne puisse se la visualiser. En fait, c'est scénographier dans le sens, il se met à la place d'eux et il la visualise. Et c'est pour ça que le fait de mimer, de raconter, ça permet d'entendre, parce que parfois les papas me disent, ah ouais, elle va crier comme ça. Je dis, ah non, non, là je fais pas trop de bruit parce que j'ai quelqu'un ici à côté, mais ça va être beaucoup plus fort. Ah ouais. Elle me dit, ah mais oui, oui, beaucoup plus fort. Et je leur dis, votre partenaire que vous voyez là, votre femme que vous voyez là, parfaite, douce, agréable, elle va se transformer en lionne. Ah bon? Je dis oui. Elle va se transformer en lionne. Son état de conscience va être altéré. C'est important de l'avoir en tête, ça. C'est important pour pas que les pères paniquent, pour pas que le partenaire panique en salle de naissance. De la même façon que le partenaire ait l'information, si votre projet, c'est d'allaiter votre bébé, c'est que le partenaire, il ait l'information de comment ça fonctionne, de comment ça marche, mais l'allaitement, qu'est-ce que c'est que la physiologie de l'allaitement, quels vont être les besoins de votre bébé, quels vont être vos propres besoins. Comme ça, il va pouvoir vous soutenir et vous accompagner encore mieux. C'est très important. Oui, et puis par exemple, sur cet exemple de l'allaitement, il va surtout être par exemple un barrage physique à ce qu'on donne un biberon ou quoi au caisse à la matère, parce que c'est essentiel d'attendre que le bébé tète le sein en premier et pas qu'on lui fasse grossir son estomac de manière involontaire. Si vous ne pouvez pas le prendre tout de suite pour des raisons X ou Y médicales, mais c'est pour ça que si on sait, en fait, le père, il peut vraiment, ou le coparent encore, une fois, vraiment, il est d'une aide essentielle et d'où l'intérêt de les mettre rapidement dans la préparation
et pas être toujours seul face à sa doula ou face à sa sage-femme, mais pour qu'il soit aussi au courant de comment vous allez crier, de ce qui va se passer dans votre corps, dans votre tête, que vous allez pleurer après l'accouchement. Et lui aussi, souvent. Si, mais voilà, c'est important, c'est quelque chose qu'on vit quand on est en couple, en tout cas, qu'on vit à deux, donc l'intégrer, c'est important. Tac, tac, tac. Est-ce que tu avais autre chose en termes de petits points je sais que tu avais préparé des petits... Alors, si vous permettez, je regarde mes notes, voir s'il y avait des choses que je voulais vous transmettre. Ah oui, c'est important. Alors là, je reviens sur le postpartum immédiat. C'est important aussi d'avoir l'information de comment ça se déroule réellement en suite de couches. Donc, c'est un terme un peu barbare. On appelle ça les suites de couches. Ça veut dire c'est le temps que vous allez rester à la maternité après la naissance de votre bébé. Ce temps, il est en moyenne, donc il y a 2 heures pas de surveillance après la naissance tout de suite, immédiate. Et ensuite, vous allez être transféré dans une chambre, si vous avez la chance d'avoir une chambre tout de suite, ou un peu plus tard, quelques heures après. Le séjour à la maternité, il est à la fois, les parents à la fois, parfois l'apprécient, et parfois c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est parce que vous êtes... Pour la réglementation, vous avez le droit de partir quand vous voulez. Oui, j'allais pas justement y venir. C'est pour ça que je ne donne pas de nombre de jours, parce que c'est important d'avoir l'information déjà, mais il y a une surveillance importante à avoir. On ne peut pas partir tout de suite après l'expulsion, mais il y a une surveillance de au minimum 2 heures, voire 6 heures, d'accord, après l'expulsion de votre bébé. Donc, en général, on passe la première nuit à la maternité après la naissance. Mais sachez que vous avez le droit de faire ce qu'on appelle une sortie anticipée. Et pour cela, de mettre en place le PRADO. Donc là, c'est une information qui n'a rien à voir avec le postpartum. Enfin, si, c'est le postpartum immédiat. Donc, de mettre en place le PRADO avec une sage-femme libérale, idéalement avec la sage-femme que vous avez, qui vous suit en prénatal, pour que, si vous le sentez, si vous avez envie, une fois que vous avez accouché, si vous ne vous sentez pas en sécurité à la maternité ou pas suffisamment entouré ou surtout pas suffisamment confortable. Pourquoi je dis confortable? C'est que souvent, il y a une pénurie d'oreillers et on a besoin d'oreillers pour pouvoir s'installer confortablement. On a besoin d'être confortable. Hein, et ça, c'est une notion très importante de se sentir confortable après la naissance de son bébé. Donc, ça veut dire qu'on peut mais décider de sortir de la maternité avec le PRADO. Alors souvent, malheureusement, les maternités incitent avec plusieurs raisons, des raisons de poids, des raisons de jaunisse, et plusieurs raisons médicales, ou pas, qui font qu'ils incitent les parents à rester plus longtemps à la maternité, donc à faire ces 3 fameuses nuits à la maternité, ces 3 jours après la naissance à la maternité. Bon, ça c'est un autre débat, je ne sais pas si... Non, mais je n'en parle pas ici parce que je pense que ce n'est pas du tout le débat. Il y a des raisons économiques à ça. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, il y a des raisons économiques, forcément, si vous restez 3 jours, vous payez 3 nuits et ça leur rapporte beaucoup plus d'argent. Mais comme dit Flavia, vous pouvez partir quand vous voulez. Si vous vous sentez bien, très bien, restez-y, vous êtes très bien accompagné, vous êtes en sécurité avec votre bébé. Si vous ne vous sentez pas bien, et c'est mon cas, je vais partager mon expérience perso, partez, rentrez chez vous, mettez en place le PRADO. Je vous recommande, comme dit Flavia, de voir cette sage-femme qui est celle en gros qui est à quelques rues de chez vous avant, parce que vous n'allez pas la découvrir le jour J, et quand vous allez avoir besoin d'elle, il va falloir l'appeler parce que potentiellement la maternité va lui téléphoner pour bien vérifier qu'elle va s'occuper de vous quand vous rentrez. Souvent, le jeu des matères, c'est de dire oui, mais là, si votre bébé il a un problème, vous ne pourrez pas revenir. Si votre bébé il a un problème, vous allez aux urgences, n'importe où, et on va s'occuper de votre bébé. On ne va pas laisser son trottoir mourir parce que vous êtes parti trop tôt. C'est faux, c'est juste pour que vous restiez. Personnellement, j'ai accouché le dimanche matin à 11h par césarienne, hein, donc on m'a ouvert le ventre en 2. Le lendemain à 14h, j'étais chez moi. Alors, j'ai dû rester la nuit parce que j'avais une sonde, etc. Bref, mais en tout cas, le lendemain à 14h, donc je suis restée
26 heures à la maternité. Malgré ma césarienne, je suis rentrée chez moi et j'étais très bien. C'est mon expérience, chacun le vit comme il veut, mais en tout cas, si vous ne vous sentez pas bien, à J1, à J2, à J3, vous partez en fait. Voilà. Bah, c'est moi qui l'ai dit comme ça. Merci. Mais oui, il y a un contexte économique, hein, forcément, surtout quand on est dans le privé en tout cas. Mais avoir Et quelqu'un... dans le public aussi, hein, de la même façon. Quand on a quelqu'un à côté avec un autre bébé, qu'on est réveillé par... voilà. Enfin, franchement, la mater, c'est pas toujours confortable. Après, il y a parfois des équipes qui sont géniales et qui vont super bien vous accompagner, et bah, profitez-en. Et puis, vous avez des équipes beaucoup moins bien. Moi, je n'étais pas hyper bien accompagnée là où j'ai accouché. On me disait que je n'allais pas être capable de nourrir mon enfant, qui était très gros, parce qu'il faisait 4,5 kg, et pourtant, j'ai réussi. Donc, vous allez y arriver. Vas-y, continue. Hein. C'est juste, je voulais dire le truc pas Non, bah, c'était ça. Je me souviens plus trop de ta question, mais ce que je voulais dire, c'est ces difficultés du postpartum immédiat et du séjour à la maternité, qui sont souvent des jours clés où la femme quand la femme accouche, elle est très très vulnérable. D'accord, il y a un état de vulnérabilité. Toutes les femmes sont dans cet état-là, mais vulnérables, même si elles acquièrent de la puissance, parce si elles donnent naissance comme elles le souhaitent. Mais même avec cette puissance, on peut être vulnérable, donc très sensible à tout, à chaque bruit, à chaque mot, à chaque intervention, aux gestes, à la lumière, aux odeurs. D'accord? Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour que le partenaire puisse venir protéger cette bulle si vous souhaitez rester à la maternité, ou sinon faire les choses pour en partir, comme on a dit tout à l'heure, avec le Prado. L'équipe médicale, ils vont interrompre vos journées, ils vont venir scander vos journées avec de multiples interruptions. Interruption de quoi? Interruption de votre lien avec votre bébé, interruption de votre connaissance avec votre bébé et de vos temps partagés avec lui à juste être là, juste être là. Et ce juste être là ensemble, d'être à la bonne adresse, eh bien cette interruption, ça complique. Déjà que c'est difficile, c'est un être nouveau, vous découvrez, même si souvent les femmes disent « Ah, mais j'ai l'impression de le connaître parce que il aimait bien quand je faisais ça dans mon ventre et tout. » Ok, mais vous allez avoir un être à vous occuper, un être à prendre soin. Et ça, c'est difficile. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps, qui prend toute votre énergie, toute votre attention. Donc, si on vous dérange toutes les demi-heures pour plusieurs choses, parfois importantes, parfois moins, eh bien, ça vient perturber, ça peut vous fatiguer, ça peut venir inquiéter aussi. Hein. Vous pensez peut-être que tout va bien et puis on vous donne une information et souvent ça peut inquiéter les femmes plutôt que de les rassurer. Donc, après, une autre professionnelle vous donne une autre information. Ah oui, c'est bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, et je le dis à tous les couples que j'accompagne, que le partenaire, c'est important qu'il reste auprès de vous, jour et nuit, pendant votre séjour à la maternité. Alors, je sais qu'avec le Covid, le confinement, tout ça, on essaye de mettre les partenaires en dehors de la maternité la nuit. Ceux qui insistent, ils restent. Ils sont, de toute façon, de mémoire, ils sont obligés d'accepter, même si vous mettez un lit de camp, vous devez juste ne pas gêner le personnel médical. Donc, Voilà. un lit de camp à côté de votre femme. J'ai des papas qui sont venus avec le tapis de camping, le sac de couchage, ou d'autres qui se cachaient dans la salle de bain pendant que la sage-femme venait, et hop, dès qu'elle sortait, ils se remettaient. Bon, c'était assez cocasse, mais ceux qui insistent, ils restent. C'est important parce que la nuit, pour la femme, pour le bébé, lui, ça ne change rien, puisque jour et nuit, c'est pareil, pas comme on a dit. Mais pour la femme, la nuit est souvent source d'angoisse parce qu'on se sent seul. Le personnel médical, il est préoccupé par d'autres choses. C'est la nuit, il y a ce sentiment-là. On a envie d'être accompagné. On a envie de ne pas être seul. On n'a pas eu de questions. Je pense que c'était très clair et que tout le monde a vu tes paroles. On était une quinzaine en live, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir qu'il y ait eu des personnes qui soient connectées. Et puis évidemment, les replays seront disponibles pendant 3 mois, donc vous aurez l'occasion de voir et de revoir Flavia.
Merci pour cet échange. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas avant que l'on coupe. Et puis de toute façon, vous retrouverez Flavia sur les réseaux sociaux, sur son site internet. Tous les liens sont sur le site On n'est pas que des parents ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la voir, lui poser vos questions. Bien sûr. Et je répondrai avec plaisir. En tout cas, je crois que j'ai quelque chose. Si, j'ai une question. C'était très intéressant. Un grand merci. C'était pas une question, mais c'était très Merci. Son commentaire. Merci Flavia, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Je ne lance pas le live de Laurence, je vais faire une petite news pour annoncer le décalage. Et je vous retrouve à 14h30 avec Carole qui va nous parler de sophrologie. Allez, au revoir Flavia, à bientôt. Salut, au revoir à toutes. Au revoir.